Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission hebdomadaire Zimsour consacrée à la première conférence scientifique de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone qui s'est tenue du 17 au 20 septembre 2024 à Nouakchott, en Mauritanie. La première dame, Dr Mariam Mohamed Wadelda, a supervisé cette conférence à l'ancien palais de congrès à Nouakchott, le lancement de la première conférence scientifique de la Fédération des associations des sages-femmes de l'Afrique francophone. Cette conférence historique a réuni près de 1000 participants venus de plus de 18 pays africains francophones, des spécialistes de la santé maternelle et néonatale, pour discuter des développements et des défis dans ce domaine crucial, sous le thème « Intégration des services de santé reproductive, espacement des naissances, postpartum, santé néonatale de l'enfant et de l'adolescent et nutrition de qualité ». Nous décortiquerons les enjeux et les recommandations issues de cette conférence qui entend renforcer le rôle clé des sages-femmes dans la mise en œuvre des politiques de santé maternelle et néonatale. Pour répondre à nos questions, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau, à ma droite, Mme Fatoumata Moulay, qui est présidente de l'Association des sages-femmes mauritaniennes. Bonsoir. Et à ma gauche, Roukaya Diawara, qui est membre de l'Association des sages-femmes mauritaniennes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de passer aux questions, je vous propose de suivre le reportage de Bokar Baylaba qui revient sur le lancement de la première conférence scientifique de la Fédération des associations des sages-femmes de l'Afrique francophone. La conférence supervisée par la première dame, Dr Mariam Mohamed Wadelda, a pour objectif de travailler ensemble pour unir les efforts et contribuer plus efficacement à l'amélioration de la santé maternelle et infantile sur le continent africain. En d'autres termes, il s'agit de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale par le renforcement des capacités des sages-femmes et la mise en œuvre de programmes de santé. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Santé, Abdoulaye Rouadi, a déclaré que la santé maternelle et néonatale constitue l'une des principales priorités du gouvernement. Il a souligné l'importance de cet événement régional pour relever le défi et s'efforcer de réduire la mortalité maternelle et néonatale, considérant que des sages-femmes qualifiées et bien formées sont le fer de lance de cette bataille cruciale pour sauver des vies humaines. Le ministre de la Santé a insisté sur la nécessité de déployer un ensemble intégré de services de santé de base pour les mères, les enfants et les nouveau-nés dans toutes les régions du continent africain, en particulier les zones isolées, en améliorant la sensibilisation dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'hygiène, de la vaccination universelle contre les maladies les plus mortelles en Afrique. Autre allocution, c'est celle de la présidente de l'Association des sages-femmes mauritaniennes, Mme Fatoumata Moulay, qui a déclaré que la satisfaction des besoins des mères et des enfants nécessite de nombreuses interventions pour améliorer la santé reproductive. Elle a appelé à accorder la plus grande part des politiques gouvernementales à cet aspect important. Ainsi, les sages-femmes contribuent grandement à l'intégration des services de planification familiale postnatale et de soins maternels et infantiles. Il faut investir davantage dans la formation des sages-femmes, car les 3 quarts d'accouchement sont dans les bras des sages-femmes. Les 3 quarts d'accouchement, ce n'est pas par césarienne, mais c'est par voie basse. Donc c'est par vous les sages-femmes, vous êtes les véritables soldats de la réduction de la mortalité maternelle. La sage-femme n'est pas seulement avec la femme pour accoucher, non, mais la sage-femme est tout au long du cycle de la vie des femmes, des familles. Ici, nous avons l'opportunité unique au cours de ces 4 jours de construire ensemble. On ne peut pas construire seul. Nous devons construire ensemble un avenir où la santé maternelle et infantile en Afrique francophone, pour ne pas dire en Afrique tout entière, sera enfin sécurisée. Ce chemin que nous empruntons aujourd'hui est celui de l'espoir et de la détermination et l'engagement collectif. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population FINIAP, cette conférence offre une occasion précieuse de partager les meilleures pratiques et les leçons apprises dans la région. Je voudrais
au nom de la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Natalia Kanem, exprimer mes remerciements les plus sincères à la première dame de la République islamique de Mauritanie, son Excellence Madame Mariam Mohamed Fadel Ouda, pour son leadership dans la défense des droits et la santé des femmes, des nouveau-nés et des enfants. Votre présence ici, comme je disais tantôt, Madame, témoigne du ferme engagement de la République islamique de Mauritanie à améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile. Vous êtes les championnes. Vous travaillez dans les centres de santé, dans les villages isolés et les communautés éloignées, parfois à domicile, souvent dans des conditions difficiles pour garantir la sécurité des accouchements. Et nous savons qu'avec les défis multidimensionnels et les urgences humanitaires qui affectent notre sous-région, des investissements significatifs dans la profession sage-femme sont essentiels pour réaliser pleinement nos aspirations à atteindre 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale et 0 violence basée sur le genre. A noter que plus de 100 participants de 18 pays membres de la Fédération des associations de sages-femmes de l'Afrique francophone assistent à cette conférence inédite, dont des sages-femmes, des obstétriciens, des gynécologues, des néonatologistes, des coordonnateurs de projets, de programmes de santé et des spécialistes de la santé et des sciences sociales. Merci Bokar Bailaba pour ce reportage. Je m'adresse maintenant à Madame la Présidente, Madame Fatoumata Moulay, vous qui êtes Présidente de l'Association des sages-femmes mauritaniennes. Alors nous avons vu la présence de la Première Dame à cet événement, en l'occurrence à cette conférence. Et pouvez-vous nous en dire plus sur le rôle de la Première Dame dans l'organisation et le lancement de cette conférence? Qu'est-ce que cela révèle de son engagement pour la santé maternelle et infantile en Mauritanie? Merci de nous avoir accordé cette occasion de mettre en zoom sur cet événement assez important, d'une grande importance. Je dirais que comme vous l'avez si bien dit, cette conférence est la première de son genre en Afrique francophone. C'est une conférence organisée par la Fédération des associations des sages-femmes de l'Afrique francophone sur le thème intégration des services, planification familiale, santé maternelle, néonatale, adolescents et nutrition de qualité. Cette conférence est lancée sous le haut patronage de la Première Dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Ouda, qui, bien sûr, a supervisé le lancement de cette activité, de cet événement, et de près, elle a suivi tout le déroulement de la conférence. Je dirais que sa présence parmi nous, effective pendant le lancement, démontre du haut engagement de sa part et de la part des autorités du pays. Et ça démontre aussi l'importance qu'il donne à la santé maternelle, néonatale des adolescents dans le pays. Et donc, certainement, après encore la conférence, il y aura des recommandations que aussi le secteur de la santé qui est déjà engagé comme dans la mouvance internationale et régionale pour trouver des solutions à ce fléau, si j'ose dire, qui est la mortalité maternelle et néonatale dans nos pays de l'Afrique d'une manière générale et l'Afrique du centre, de l'Ouest et du centre en particulier. Donc, c'est vraiment un fort engagement, un accompagnement et vraiment une importance clé qui s'est traduite par sa présence. Merci beaucoup, Madame Fatoumata. Alors, nous allons tourner à Rokhaya Diawara. Alors, nous l'avons vu dans ce reportage, il y avait plus de 18 pays membres qui étaient présents. Il y avait des professionnels. Alors, cette conférence qui a réuni toutes ces personnalités,
quels sont les principaux objectifs de cette conférence scientifique? Merci Diagana de nous avoir invités et de nous avoir permis d'être là et parler encore plus largement de cette conférence. Bien entendu, la conférence a englobé 18 pays, mais on peut dire au-delà de 18 pays parce qu'il y avait d'autres pays aussi comme le Maroc et autres, et l'Égypte, oui. Votre question, c'est par rapport aux objectifs. L'objectif de cette conférence, c'est de travailler ensemble. C'est d'unir les efforts de tout un chacun, des personnels de santé, unir les efforts, partager les expériences des autres pays pour qu'on puisse efficacement réduire les taux de mortalité maternelle et néonatale qui sont vraiment très importants dans nos pays et aussi arriver à atteindre les objectifs du développement durable. Effectivement, parce que nous les développerons plus tard peut-être, ouais. Mais quand vous dites le taux de mortalité, est-ce qu'on peut savoir à peu près où est-ce que la Mauritanie est située dans ce cadre-là? Bien sûr, pour la Mauritanie, nous avons malheureusement 424 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et en ce qui concerne les décès néonatales, c'est 22 pour 1000 naissances. Donc, ça veut dire chaque 1000 naissances, il y a 22 nouveau-nés qui meurent. Et pour chaque 100 000 naissances vivantes, il y a 424 femmes qui meurent. Malheureusement, on peut dire aussi que 13 femmes meurent chaque semaine en Mauritanie. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment que cette conférence, elle est cruciale, elle était importante pour l'Afrique, pour que nous puissions unir nos efforts pour réduire ces taux. D'accord. Alors, je reviens vers vous, Fatoumata Moulay. Alors, quels sont les enjeux, disons les enjeux clés en matière de santé maternelle et infantile en Afrique francophone? Oui, permettez-moi, avant de répondre à la question, de dire aussi qu'en plus de ce que a dit ma collègue par rapport aux objectifs, nos objectifs de cette conférence, c'est encore d'étudier les différentes, comment dirais-je, les différents possibilités. C'est-à-dire au sein de nos pays, dans cette conférence, en plus des sages-femmes, des spécialistes, gynécologues, pédiatres, il y a des chercheurs, il y a des hommes de santé publique. Et donc, cette mortalité qui est encore déclarée élevée, non seulement dans notre pays, mais dans le continent, est très élevée par rapport au reste du monde, très élevée par rapport au Maroc et les pays du Maghreb, qui le comptent aujourd'hui à 2 chiffres, moins de 100, tous. Donc, l'objectif, c'est de voir quelles sont les voies et moyens pour surmonter les obstacles, pour relever des défis, pour trouver des solutions et pour voir des expériences réussies, étudier les expériences réussies qui ont été adoptées par des pays pour pouvoir un peu les harmoniser au sein de nos pays et voir quelles sont les meilleures voies et moyens et les stratégies à mettre en place pour relever ces défis. L'enjeu de cette mortalité maternelle, c'est que la mortalité maternelle, surtout si je prends l'exemple de la Mauritanie, où, comme elle l'a dit, Rokhaya, la mortalité est de 424 pour 100 000 naissances vivantes, mais les études ont montré que la mortalité encore touche beaucoup. 30% environ de ces femmes qui meurent sont des jeunes filles. Presque 50% de ces femmes qui meurent laissent derrière elles 3 ou 4 enfants. Donc vous voyez un peu l'enjeu de la problématique. Les études ont montré aussi que 90% de ces mortalités sont des décès évitables. Ça veut dire avec des solutions qui ne sont pas miracles, qu'on met en place,
on peut déjà réduire à 85 ou 90% ce taux de mortalité. D'où encore, les expériences ont montré que la présence de sages-femmes bien formées, avec des conditions de travail réunies, arrive à réduire cette mortalité à 85% de ces mortalités. Bien sûr, ces mortalités encore, il y a beaucoup d'autres enjeux parce que la mortalité est due en premier lieu aux hémorragies, elle est due à l'éclampsie. Donc les hémorragies, qui dit hémorragie, dit la disponibilité de sang. Donc le sang, on ne trouve pas de sang vendu, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le construire. Donc d'où l'intérêt un peu que la population soit éveillée sur l'importance de don du sang volontaire. Et aussi des États de mettre en place des infrastructures adéquates et disponibles à des niveaux vraiment répartis sur les pays pour qu'il y ait cet accès rapide au sang au moment opportun. Donc la disponibilité, c'est très important. Il y a aussi, par rapport à l'éclampsie, par rapport à le niveau même des structures de santé hospitalières qui sauvent les vies, par exemple la réanimation, que ce soit la réanimation des adultes et la réanimation des nouveau-nés. Et là, vraiment, je fais c'est-à-dire un escale ici pour dire que notre pays quand même a fait des avancées. D'autres pays ont fait des avancées, mais aussi dans notre pays, il y a le programme prioritaire du président de la République qui a affiché la volonté politique depuis 2020, la gratuité par exemple de la réanimation, la gratuité du transport. Mais reste à dire qu'il y a beaucoup encore de défis à relever parce que notre pays, c'est un pays assez vaste. Donc les populations sont éparpillées très loin. Donc d'où vraiment l'intérêt de mettre en place des infrastructures de base qui sont adaptées et surtout les ressources humaines qualifiées, notamment les sages-femmes, leur formation de base, leur déploiement, leur affectation au sein de ces aides et la disponibilité des médicaments encore qui sauvent la vie et des contraceptifs. Parce que les contraceptifs aussi ont montré leur importance dans la réduction de la mortalité maternelle à 30% par exemple. Donc tout ça réuni, c'est vraiment ces jours. Il y a eu pas mal d'expériences réussies, pas mal d'études, pas mal de résultats de recherche qui posent vraiment le point sur le mal et essayer de trouver des solutions. On est sorti avec des recommandations qu'on va en parler plus tard et espérons encore qu'ils vont trouver des solutions au sein de nos pays respectifs. Justement, vous l'avez dit dans votre déclaration que la mortalité touche plus les femmes qui sont à bas âge, bon, je dirais les plus jeunes. Les jeunes. Comment on peut expliquer cela? On peut expliquer cela parce que d'ailleurs dans nos pays, il y a encore le mariage précoce. Et donc ça, c'est une habitude malheureusement qui est ancrée dans... C'est vrai que le code de statut personnel, par exemple, à notre niveau, au niveau des autres pays personnels, fixe l'âge de mariage à 18 ans. Pas au-delà, mais ça veut dire que dans les études, dans les recherches, on trouve qu'encore des filles se marient très tôt. Des filles tombent enceintes très tôt, vers 9 ans, 10 ans, 13 ans. Et là, la grossesse court un grand risque pour ces filles parce que le bassin osseux n'est pas encore vraiment à cet âge mature. Et donc, il y aura toujours des dysfonctions fœto-pelviennes où si encore le système, par exemple, de santé, si ces filles n'ont pas accès rapide à là où on peut leur faire les césariennes, elles risquent de faire des ruptures utérines ou faire des problèmes donc le mariage précoce, il y a les grossesses rapprochées, il y a pas mal de choses qui touchent. Et surtout encore que le niveau encore d'éducation pour les filles. Parce qu'on a constaté selon les études, plus les filles sont éduquées, plus elles ont un niveau supérieur d'études, plus elles peuvent retarder l'âge de mariage. Et qui dit âge de mariage dit âge de grossesse. Alors nous l'avons vu, Madame Roukaya, le Premier ministre, bon, disons plutôt le ministre de la Santé, a fait une déclaration qui, il a donné des avancées. Il a avancé que dans ce domaine, le domaine de la santé, il y a eu des avancées. Mais où est réellement le pays, où se place-t-il
dans la lutte contre la mortalité. Autrement dit, quel est le bilan dressé par le ministre de la Santé sur les progrès réalisés en Mauritanie en termes de mortalité maternelle et néonatale? Oui, Diagana, certes, on a toujours 424 décès pour 100 000 naissances vivantes, mais nous avons des progrès qui ont été réalisés par le gouvernement. Nous avons la création de la Caisse de solidarité nationale qui a été créée par le gouvernement. Nous avons aussi la gratuité des soins de réanimation. C'est-à-dire, en milieu de réanimation, les femmes vont avoir des soins gratuitement. Nous avons aussi la gratuité des évacuations. Il y a la disponibilité des ambulances au niveau des points les plus reculés du pays. Et ces évacuations, dans le temps, coûtaient très cher et puis ça empêchait même aux familles de prendre la décision de faire évacuer leurs patients. Mais là, l'État a mis à disposition la gratuité aussi de ces évacuations-là. Et aussi la disponibilité des banques de sang au niveau central et au niveau régional. Et surtout, le renforcement de ces banques de sang. Les banques de sang ont été renforcées, mais je dirais qu'il reste encore la sensibilisation des populations. Comme a dit tout à l'heure Fatih Betou, nos populations ne sont pas sensibilisées afin de donner leur sang. Donc il faut encore plus de sensibilisation pour que les populations puissent donner leur sang pour sauver ces femmes. Justement, comment, selon vous, comment ou dans quelle voie nous devons sensibiliser ces personnes? Est-ce que cette sensibilisation qui est déjà faite n'est pas très, disons, n'atteint pas les personnes qui sont ciblées ou c'est une incompréhension? Ou, selon vous, comment peut-on faire plus pour sensibiliser davantage? La sensibilisation, je pense que moi, en tant que sage-femme, et vous, en tant que personne de médias, tout le monde est concerné par cette sensibilisation. Tout le monde doit sensibiliser jusqu'aux pères de famille, les vieux qui ne regardent même pas la télé, qui ne regardent pas les réseaux sociaux, doivent être sensibilisés jusqu'à dans les ménages. Donc chaque personne doit être concernée par cette sensibilisation et doit sensibiliser aussi à son tour. Et aussi, je veux dire, la couverture universelle, par exemple la gratuité des soins chez les femmes enceintes. Donc chez les femmes enceintes, il y a la gratuité et il y a aussi une somme forfaitaire de 400 MRU que la femme paye et elle est prise en charge pour toute sa grossesse jusqu'à 42 jours après la grossesse. Tout ça, ça a été mis en place par le gouvernement et je pense que avec tout ce qui a été mis, il suffit juste d'une bonne sensibilisation et puis nous allons réduire ce taux qui est vraiment alarmant. Alors, Madame Fatoumata, selon vous, de toutes ces réformes qui ont été prises, quelles sont les principales réformes et mesures qui ont été mises en place? Merci beaucoup. Je pense que, comme l'a dit Roukhaye, il y a la réforme, par exemple, du forfait obstétrical, qui est une stratégie d'amélioration de l'accessibilité financière aux soins, qui a été faite depuis 2002, et que la femme payait une somme de 900 MRU contre un paquet d'activités nécessaires pour le suivi de la grossesse, l'accouchement et le postpartum, y compris la césarienne, et y compris le transport d'une muqata'a vers la structure de référence. Ce forfait obstétrical avait des limites parce qu'elle ne prenait pas en charge la réanimation, elle ne prenait pas en charge totalement le transport. Maintenant, la réforme fait que, d'abord, dans le programme prioritaire du président de la République, le coût a été réduit à 55% sur la femme. Donc la femme ne paye plus que 400 MRU pour ça. Et donc, encore avec la prise en charge de la réanimation et du transport. Je dirais les infrastructures de base nécessitent à être vraiment bien développées. Les structures, surtout les postes de santé, les centres de santé, qui sont
plus proche de la population. Il y a des normes, je pense, en matière de santé de la reproduction, il y a des normes qui sont mises à jour chaque 3 ou chaque 5 ans ou 10 ans, selon les directives de l'OMS. Donc ces normes en infrastructure, en personnel qualifié, sont souvent mises en place. Et encore, la disponibilité des médicaments, je pense qu'encore il y a eu une ligne budgétaire pour la sécurisation des produits SR. Mais tout cela, je pense que ça nécessite encore d'être renforcé. Quand on dit les produits SR... Les produits SR, c'est les produits qui sauvent la vie, plus les produits contraceptifs. Les produits qui sauvent la vie, par exemple, le syntocinon pendant la grossesse, qui est mis pour activer les contractions utérines. Il y a un autre produit qui réduit le flux sanguin et l'hémorragie. Il y a un produit qui prévient les crises d'éclampsie, qui sont encore l'une des causes de mortalité maternelle. Donc ces produits qui sauvent la vie sont aujourd'hui disponibilisés gratuitement dans notre pays par le budget État, mais avec l'appui encore de partenaires techniques et financiers. Et là, je souligne encore dans cette conférence que la conférence, bien sûr, présidée ou supervisée par la première dame, ça démontre la volonté politique de haut niveau, le ministère de la Santé qui a une stratégie nationale de santé de la reproduction et qui a mis dans son plan national de développement sanitaire, le premier axe du PNDS, c'est la réduction de la mortalité maternelle. Parce que nous, on a ce défi, parce qu'aujourd'hui, et ça, je souligne que selon les études, le rythme actuel d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, si on continue sur cet élan, on risque malheureusement de ne pas atteindre les objectifs de développement durable qui sont fixés au niveau mondial à 70 pour 100 000 naissances vivantes en 2030. 2030, c'est demain. Donc la mortalité néonatale, les objectifs sont fixés à 12 pour 1000. Et nous, on est encore à 424, on est à 22 pour 1000. Les autres pays sont parfois, il y a la moyenne qui est aujourd'hui de 500 et quelques. Et donc ça veut dire que vraiment, tous les acteurs, tous les pays doivent vraiment mettre l'accent sur cette mortalité maternelle, non seulement avec elle, mais aussi le financement qui doit suivre. Il y a eu un consensus qui a été fait en 2015 à Abuja, qui a souligné que les pays qui veulent réduire la mortalité maternelle doivent mettre au minimum 15% de leur budget sur le financement de la santé, et en particulier la santé de la mère et de l'enfant. La mère, déjà, la femme, c'est la moitié de la population. Et donc, perdre une femme, aujourd'hui, ce n'est pas seulement un problème pour la famille, mais c'est vraiment un fléau, c'est vraiment un indicateur de développement. Parce que la femme, si la femme est décédée, c'est vraiment tout un déséquilibre au sein de la famille et au sein de la population. Il y a pas mal de stratégies nécessaires qui ont été testées dans certains pays, qui ont montré ses preuves, notamment la surveillance des décès maternels, néonatals et riposte. Aujourd'hui, et nous, on avait mis en place un arrêté obligeant la notification systématique des décès maternels dans les 24 heures qui suivent, mais aussi, comment dirais-je, l'audit la revue de ces décès maternels, parce que quand on fait les revues, on va savoir les causes et on va essayer de jouer sur les causes pour éviter que d'autres femmes meurent par la même cause évitable, surtout si les causes sont évitables. Donc, il y a lieu vraiment d'attirer, de mettre une attention particulière pour la santé maternelle, pour la réduction de la mortalité maternelle. Cette réforme est très importante, donc à un niveau vraiment d'engagement important, mais aussi il faut qu'on renforce, et je pense que ça, on l'a encore déclaré dans notre conférence aujourd'hui. La conférence, ce n'est pas par hasard qu'on a mis cette conférence en Mauritanie en cette période, et c'est la première conférence de son genre scientifique, parce qu'on attend beaucoup de la Mauritanie. Le président de la Mauritanie, c'est le président de l'Union africaine, donc on attend vraiment qu'il y ait ce fort engagement se traduisant par
des différentes réformes qui ont été faites. Aujourd'hui, l'Europe qui est à 15 ou à 7 ou à 8 taux de mortalité maternelle par rapport à 100 000 naissances vivantes. Dans les années, peut-être il y a 30 ans ou 40 ans, ils étaient dans les mêmes niveaux que nous. Mais c'est parce qu'il y a eu un fort engagement, il y a eu vraiment une volonté, il y a eu des investissements dans la santé, mais des investissements dans les ressources humaines. Il y a une étude, par exemple, qui est menée tous les 3 ans, et la dernière étude a été menée en 2021. Par la Confédération internationale des sages-femmes. Cette étude a montré que des sages-femmes bien formées, avec des conditions de travail réunies, bien réparties sur le territoire, peuvent réduire considérablement la mortalité maternelle et néonatale. Elles peuvent réduire à 65%, 64% le taux de mortalité maternelle, à 67% le taux de mortalité néonatale. Et donc vraiment, c'est pour cela investir dans les ressources humaines, c'est vraiment un investissement dans le développement général. Et donc c'est des preuves aujourd'hui. On a dit conférence scientifique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la théorie. C'est des choses basées sur des évidences scientifiques. C'est des études qui ont montré que des pays ont fait ça, ont formé beaucoup de sages-femmes. Ils ont redéployé des infirmiers, ils l'ont redéployé dans des structures, ils ont formé des spécialistes. Parce que là, la sage-femme, elle travaille, mais à un moment donné, elle doit passer vraiment d'urgence vers le spécialiste. Il y a une équipe. Normalement, c'est un travail d'équipe. Il y a des problèmes ou des complications qui nécessitent même l'intervention d'autres spécialistes qui n'est pas les gynécologues qui interviennent dans la chirurgie, nécessitent par exemple des cardiologues, des réanimateurs et autres. Et donc il faut que tout ça, ce système soit renforcé, soit appuyé, soit financé et soit suivi. Pour que vraiment, donc j'ai dit qu'on attend de notre président, qui est le président de l'Union africaine, de vraiment donner la paire de lance et de donner l'ordre à tous les autres présidents de mettre en priorité la priorité des priorités de leur financement de leur État à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, parce que la mortalité maternelle aujourd'hui, elle est considérée comme un indicateur de sous-développement ou de développement des pays. Ce n'est pas seulement un indicateur de santé. On attend aussi de la Première Dame vraiment de faire un lobbying autour d'elle, de Première Dame. Il y a des Premières Dames qui sont engagées déjà et qui sont toujours de côté des spécialistes, des sages-femmes. Elles participent activement, mais elle aussi, donc vu son engagement, vu sa position encore, donc pourrait encore former ce lobbying et conduire ce bateau de lutte contre ce fléau qui est la mortalité maternelle. Donc on doit embarquer tous ensemble et je pense qu'encore, je le souligne, la présence dans cette conférence du directeur régional de l'INFPA qui est basé à Dakar et qui est chargé de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui s'est déplacé personnellement et qui a participé à cette conférence, qui a fait son discours au cours et qui s'engage. Et même d'autres partenaires qui nous ont aidés à faire venir tout ce monde-là. Ils ont participé au financement de transport de sages-femmes. Donc ça démontre l'engagement de tout un chacun. Mais il faut que cet engagement se traduise vraiment par des choses vraiment continues, pérennes, harmonisées, pour qu'on puisse arriver vraiment, Inch'Allah, à être à jour par rapport aux objectifs de développement durable en 2030 par rapport à ça. Alors, Rokhaya, nous voyons que les sages-femmes ont plusieurs défis. Alors, que ce soit dans la formation, les ressources ou des conditions de travail, et quels sont les défis, les principaux défis? Et est-ce que, lors de la conférence, cette dernière conférence, elles ont été confrontées à ce c'est-à-dire, est-ce qu'on a touché à ces défis? Merci Diagana. Je vais rebondir sur ce que ma collègue vient de dire. Il faut investir dans les sages-femmes. Si on veut réduire ces taux, on doit investir dans les sages-femmes. Aucune femme ne doit perdre la vie en donnant la vie. On a l'habitude de le dire. Et vraiment, je le dis ici avec vraiment le cœur, on ne doit pas perdre la vie en donnant la vie. Donc si on investit aux sages-femmes,
je pense qu'on peut éviter beaucoup de décès. Les sages-femmes, la sage-femme, elle est polyvalente. Elle a une profession qui est médicale. La sage-femme s'occupe des consultations prénatales, elle s'occupe des accouchements, elle s'occupe des consultations postnatales, elle s'occupe aussi des soins du nouveau-né. Elle s'occupe de la planification, elle offre la planification familiale. La planification familiale est le thème de notre conférence, c'est l'intégration de la PF, du postpartum, dans les différents services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois qu'une femme vient dans la structure et elle vient pour vacciner son enfant, on doit pouvoir lui offrir la PF. Si elle vient pour un accouchement, juste après l'accouchement, on doit pouvoir lui offrir une méthode contraceptive. Parce que l'OMS a dit que 30% des décès peuvent être évités grâce à la planification familiale. Ça veut dire l'espacement des naissances. Si on espace les naissances, ça évite les femmes de mourir. Donc, la sage-femme, les défis auxquels sont confrontés aux sages-femmes, on peut dire que c'est le manque de formation. Si la sage-femme elle est qualifiée, bien formée, elle va bien faire son travail. Si elle est mise dans de bonnes conditions de travail, elle va améliorer ses prestations. Et en améliorant les prestations, on réduit toujours le taux de mortalité maternelle et néonatale. Avant de continuer, j'allais vous demander, quand vous dites espacement de naissance, oui. On parle à peu près de combien de temps entre des naissances? Entre les naissances, on peut parler d'espacer les naissances de 2 ans, mais voire plus. Ça dépend de la femme et ça dépend du couple. Mais espacer les naissances de 2 ans, quand même, je pense que ça, c'est la charia où je donne la parole à Fatimetou. Peut-être qu'elle est plus expérimentée par rapport à ça, mais je pense bien que c'est 2 ans, voire plus. Mais quand même, 2 ans, quand même, la femme, elle a le droit de donner le sein à son enfant. Comme l'enfant doit être 2 ans pour être en forme, ces 2 ans, ça donne à la femme aussi de prendre les forces. Donc, 2 ans, j'ai envie de dire, même si le mari n'est pas d'accord, elle doit quand même faire ces 2 ans-là. C'est un débat. C'est un débat. Alors, vous avez souligné tout à l'heure le partenaire dans l'INFPA. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ces partenaires? Moi, je dirais que l'INFPA, je l'ai dit parce que je soulignais la présence du directeur régional, mais je pense que nous, on a été accompagnés par l'ensemble de nos partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé, qui vraiment est à la tâche de normer tout ce qu'on est en train de faire en matière de santé et de santé de la reproduction. L'OMS, par exemple, a fait pas mal de présentations sur les directives par rapport à chaque thématique de la santé maternelle et néonatale. Et il y a l'UNICEF qui a encore des choses par rapport à la mortalité maternelle en Afrique. La mortalité néonatale, mortalité maternelle en Afrique, les défis et tout ont été présentés par l'OMS. Il y a les Suèdes, il y a beaucoup de partenaires. Les partenaires, leur rôle, c'est l'accompagnement technique et l'accompagnement financier. Parce que toute stratégie, par exemple, tous les pays ont des stratégies d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Ces stratégies sont déclinées en plans d'action. Et ces plans d'action avec des objectifs bien déterminés, avec des activités et avec des résultats attendus budgétisés. Donc le budget d'État doit normalement financer ces stratégies, mais comme on sait que nos pays, encore les ressources sont limitées et tout, les partenaires viennent en appui pour compléter les gaps par rapport à ce financement, par rapport à certaines priorités. Et pour cela, par exemple, la disponibilité des produits, l'accompagnement, la formation. Ils investissent surtout dans la formation de base, la formation continue. Et donc, ils épaulent le secteur de la santé dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et particulièrement l'OMS par rapport aux normes. Parce que nous, ce qu'on est en train de suivre, c'est les directives de l'OMS. Par exemple, l'OMS, chaque période,
elles révisent les directives parce que la science évolue selon les études, selon les recherches. Et donc ces directives, nous, on essaie un peu de les appliquer seulement ce qui n'est pas contraire à la législation au niveau national. Par exemple, nous, on a une loi de santé de la reproduction qui est là et qui précise un peu toutes les actions en conformité avec les directives de l'OMS, mais aussi en conformité avec la charia islamique, parce qu'on est un pays islamique. Par exemple, des pays, aujourd'hui, il y a des pays qui font l'avortement sécurisé selon nous. L'avortement est interdit en tant que tel par la charia, mais peut-être les complications de l'avortement, les femmes qui viennent avec des complications, on est obligé encore de les traiter, de les prévenir, et surtout la sensibilisation et donc la formation des prestataires. Aussi, le niveau communautaire est très important parce que nous, aujourd'hui, notre pays, comme je l'ai dit tantôt, est très vaste. Et donc, c'est pour cela qu'on invite l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs au niveau communautaire, y compris les élus, à contribuer, surtout parce que la mortalité maternelle est là essentiellement. Il y a 3 retards qui causent cette mortalité maternelle. Le premier retard est au niveau de la communauté. Par exemple, la prise de décision pour aller se soigner, pour aller dans les structures de santé. Donc, et là, ça, c'est la communauté qui doit être éveillée, qui doit vraiment être alertée à ce que chaque problématique de la femme enceinte sont bien orientées, sont bien éveillées de cette mortalité maternelle. Ils peuvent contribuer par rapport au transport de femmes enceintes de la communauté vers les structures de santé, par rapport à l'accompagnement des caisses de solidarité qui peuvent prendre en charge certains financements pour les femmes pauvres qui n'arrivent pas. Le taux de pauvreté, par exemple, chez nous, selon la dernière enquête PCV en 2020, il est autour de 28%. Et donc 28%, ce n'est pas petit, c'est des femmes qui désirent aller, par exemple, des besoins non satisfaits en planification familiale qui atteint 31%. Là encore, ça entre en jeu beaucoup de paramètres, dont la pauvreté, le niveau scolaire et beaucoup de choses. Et donc je pense que les partenaires font des programmes avec les jeunes, avec la société civile, qui est un élément très important parce qu'on a une balance normalement, on doit avoir une adéquation entre l'offre et la demande. L'offre, c'est ce que l'État a mis en place, c'est ce que les secteurs de la santé font selon les normes pour pouvoir améliorer vraiment le plateau technique par niveau. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va faire la césarienne à tous les niveaux, mais si on fait, par exemple, un bon plateau technique au niveau d'un poste de santé, avec un système de référence, avec un personnel qualifié qui peut dépister précocement les anomalies et les orienter, ça c'est déjà. Mais d'où l'intérêt encore que ce dispositif qui est mis en place, parfois malheureusement, des femmes meurent tout près de là où on peut sauver leur vie, elles ne connaissent pas. Donc ça, la société civile aussi doit être accompagnée, doit être formée, doit être, comment dirais-je, financée pour qu'elle puisse faire cette... Si elle meurt à côté de là où on doit la sauver, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas que... Qu'elle ne savait pas, donc c'est l'intérêt de la sensibilisation. Et donc les secteurs de la santé, dont le nôtre, on a des services on a des programmes d'éducation pour la santé, on a des trucs. On doit développer la sensibilisation. On doit la développer en partenariat avec la société civile, surtout avec les jeunes, avec les étudiants au niveau des écoles. On doit intégrer des programmes de sensibilisation au sein des curricula de formation des élèves, des étudiants et même surtout les élèves sages-femmes et les élèves infirmiers. Justement, est-ce qu'ici dans le pays, vous constatez une implication de ces jeunes qui sont dans la société civile? Est-ce qu'elles vous accompagnent des fois dans les sensibilisations? Qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes? On attend des jeunes parce que les jeunes, c'est très important qu'ils soient d'abord, eux, sensibilisés et qu'ils vulgarisent les messages vraiment les plus adéquats, mais aussi qu'ils sensibilisent leurs pairs.
et les pères éducateurs, parce qu'il y a les jeunes, par exemple, un pourcentage de jeunes qui n'a pas un niveau scolaire, qui n'a pas fait l'école, par exemple, d'autres jeunes qui sont à ce niveau. Et donc, ils doivent ensemble, parce que c'est plus facile qu'un jeune soit éduqué par un père comme lui, qui ont le même âge, qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'heure. Donc, ils ont un rôle très important à jouer dans cela. Et ce que je voulais dire par là, c'est que c'est très important que les messages soient des messages clairs, que ce soient des messages sûrs et des messages fondés sur des preuves scientifiques. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas sensibiliser d'eux-mêmes, ils doivent chercher les bonnes informations auprès des prestataires, auprès des programmes de santé, de programmes éducatifs, et pour pouvoir vulgariser ces messages qui sont déjà normalement validés pour pouvoir vraiment changer le comportement, voilà, participer au changement de comportement des populations. Alors, Roukaya, je reviens vers vous. Durant ces 4 jours de cette conférence, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, de conclusions, des recommandations. Quels sont les principaux? Qu'est-ce qu'on doit retenir dans ça? Durant ces 4 jours, il y a eu le partage, il y a eu des présentations qui nous ont permis vraiment d'améliorer nos connaissances. Ça a renforcé la connaissance des sages-femmes et des personnels qui étaient présents. Et aussi, il y a eu des recommandations, bien sûr. Les principales recommandations, c'est que dans les pays, il doit y avoir une seule association. C'est très important d'avoir une seule association, parce que l'association, le rôle de l'association, c'est quoi? C'est de renforcer la capacité des membres. D'accord? C'est l'association qui œuvre dans l'amélioration de la qualité, de l'amélioration des sages-femmes, du niveau des sages-femmes. C'est pour rehausser le niveau des sages-femmes. Par conséquent, il va bien sûr améliorer la qualité des services offerts aux femmes. Et aussi, il y a la réglementation de la profession sage-femme. La profession sage-femme doit être réglementée. Ça veut dire qu'on doit mettre en place l'ordre des sages-femmes de la Mauritanie. Il y a des pays de la sous-région qui ont leur ordre, comme le Maroc et le Sénégal. Mais la Mauritanie, la profession sage-femme n'a pas encore vu l'ordre, bien que depuis près de 10 ans, on est en train de suivre ce document, et on est en train de taper toutes les portes pour que l'ordre des sages-femmes voit le jour. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas notre ordre, et vraiment, c'est un plaidoyer fort qu'on fait ici dans Zoom Sur pour que les sages-femmes de la Mauritanie puissent avoir leur ordre. Cet ordre, s'il est en place, ce n'est pas à l'intérêt de la sage-femme, c'est pour réglementer la profession. C'est à l'intérêt des populations, des femmes et des communautés. Parce qu'une sage-femme qui n'a pas adhéré à l'ordre ne peut pas pratiquer. Et pour adhérer à l'ordre, il faut avoir un niveau. Donc si tu n'as pas ce niveau, tu ne peux pas adhérer à l'ordre. Donc si tu n'as pas ce niveau, tu ne peux pas exercer. Donc l'intérêt, c'est l'intérêt des femmes, l'intérêt des populations. Donc les principales recommandations qui sont sorties, il y a d'autres recommandations, bien sûr, que Mme Fatimetou va augmenter à ce que j'ai dit, mais il est essentiel que les sages-femmes de la Mauritanie, l'ordre des sages-femmes de la Mauritanie voit le jour. D'accord. Fatimetou. Oui, comme l'a si bien dit Roukaya, je pense que les recommandations tournent autour de la pratique sage-femme, l'amélioration de la pratique sage-femme, notamment d'abord la formation. Améliorer la formation de base et continue de la sage-femme, parce qu'il faut vraiment que les programmes de formation sage-femme soient des programmes harmonisés avec ceux recommandés par la Confédération internationale des sages-femmes et par l'OMS. Et donc, il n'est pas permis aujourd'hui que des pays forment
des sages-femmes sur des compétences qui ne sont pas des compétences vraiment harmonisées au niveau international, parce que ce sont ces compétences qui permettent à la sage-femme d'exercer son rôle efficacement et de contribuer efficacement à l'amélioration de la santé des mères, des nouveau-nés et à la réduction de mortalité maternelle. Ça, c'est de un. De deux, il faut aussi les conditions de stage. Parce que qui dit formation sage-femme, la formation de base à 50 ou même, voire même 55%, elle est pratique. Et donc, si le terrain de stage pratique n'est pas conforme aux normes internationales décrites par l'OMS et la Confédération, on ne peut pas avoir le produit vraiment important. La sage-femme ne peut pas sortir avec les compétences nécessaires pour vraiment envisager ces situations. Et donc, le terrain de stage, et puis aussi le corps professoral. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait un corps professoral, c'est-à-dire les institutions de formation doivent être accréditées. Donc, l'accréditation des institutions de formation, c'est une forte recommandation par rapport à ça, parce qu'une institution accréditée peut sortir vraiment des sages-femmes compétences, capables de faire face à ces défis, à ces problèmes. Ça, c'est aussi, il faut qu'il y ait la réglementation de la pratique sage-femme. Il faut les lois et les réglementations conformément à celles aussi sur le plan international. Il y a des normes. Il faut que tout doit être normé. Et donc la réglementation de la pratique sage-femme, c'est indispensable, parce que sans cela, on peut permettre qu'une sage-femme qui n'a pas les compétences exerce. Et là, c'est très mauvais. Et donc s'il y a un fort ordre spécifique, ce qui est recommandé par la Confédération internationale de la sage-femme, c'est qu'il y ait un ordre spécifique à la sage-femme dans chaque pays. Et c'est cet ordre qui doit veiller à l'amélioration, à ce que toutes les sages-femmes qui exercent sur le terrain, ça c'est une sécurité pour les femmes, comme l'a dit Rokhaya. Ce n'est pas une sécurité pour la sage-femme même, c'est pour les femmes, parce qu'on ne va pas accepter qu'une sage-femme qui n'a pas les compétences nécessaires exerce dans le pays. Il faut qu'on recommande, par exemple, qu'elle doit avoir une formation supplémentaire, qu'elle doit avoir complété certaines compétences. Et donc, ça, c'est très important. Mais aussi, il faut qu'il y ait des conditions de travail réunies. Il faut que les sages-femmes qui exercent à l'intérieur du pays soient vraiment motivées, soient les gardes. Par exemple, il faut que le financement de la santé puisse payer, par exemple, la garde spéciale pour ces gens. La sage-femme doit faire la garde à la maternité. Les femmes doivent accoucher en présence de sage-femme. C'est ça qui sécurise un peu la santé des femmes. Et aussi, il faut qu'il y ait encore des normes, et là, les normes, même des protocoles et normes de services qui doivent être adéquates et vraiment conformes à ce qu'il y a. Et il faut qu'on investisse aussi, que les sages-femmes investissent dans la recherche. Parce que la recherche aujourd'hui doit être développée. Tout doit être basé sur des évidences, comme je l'ai dit, scientifiques. Et donc la sage-femme doit encore investir dans la recherche. On a recommandé et on demande à ce que après la sortie de ce congrès, qu'il y ait une plateforme scientifique au niveau régional qui permet à la sage-femme, aux gynécologues, aux pédiatres, donc en équipe, de travailler sur une plateforme vraiment, surtout que les sages-femmes doivent vraiment développer des compétences par rapport à la recherche. Et il faut que tout soit accompagné vraiment et suivi. Le suivi, la supervision formative et le recyclage à chaque fois, parce qu'une sage-femme, quand elle sort, elle peut rester dans une zone pendant 15 ans, 20 ans. Il y a des nouveautés scientifiques, donc il faut qu'il y ait le recyclage de ces sages-femmes pour pouvoir vraiment participer à cette mouvance internationale et régionale et contribuer vraiment. Ces échanges sont très importants parce qu'il y a des expériences réussies, il y a des pays qui ont développé des expériences, qui ont pu surmonter les obstacles et qui ont pu vraiment réduire rapidement la mortalité maternelle. C'est ce qui a été échangé pendant ce jour. On a fait pratiquement plus de 80
présentations qui sont dans la plupart des résultats d'études, de recherches et qui ont montré vraiment la problématique, tous les paramètres de la problématique et on fait des recommandations par rapport à ça et surtout le financement de la santé. Sans le financement, on ne peut pas vraiment aboutir à la mise en œuvre de ces stratégies efficaces et qui peuvent nous permettre de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Alors le temps de ce débat commence à s'écouler. Nous allons revenir à notre chère Rokhaya Diawara. Alors pour finir, pour conclure, lors de cette conférence, au-delà des recommandations, quel engagement les pays participants ont pris pour que cette conférence justement ne tourne pas juste à une rencontre, pour que les engagements qui ont été pris soient respectés? Les engagements qui ont été pris par les pays, c'est qu'il y ait une continuité déjà de ces journées. Ces journées ne vont pas s'arrêter déjà aux 4 jours qui ont été faits ici en Mauritanie. Les prochaines journées, je ne sais pas si c'est dans 1 an ou 2 ans, ça va se passer au Cameroun. Et puis, comme a dit Mme Fatimetou tout à l'heure, la création de la plateforme qui va servir à échanger et aussi à rester dans la mouvance de l'amélioration de la pratique sage-femme. Merci beaucoup. Fatimetou, le mot de la fin. Oui, merci. Moi, si je veux dire, vraiment, je pense que la mortalité maternelle et néonatale dans nos pays nécessite vraiment qu'il y ait des lobbying, qu'il y ait des financements sûrs, qu'il y ait vraiment... tout le monde doit attacher la ceinture et tout le monde doit contribuer pour qu'on puisse vraiment lever ces défis et aller à l'avant et, Inch'Allah, atteindre nos objectifs de développement durable. Ceci ne peut se faire que quand tous les acteurs mutualisent leurs efforts, mutualisent leurs ressources et donnent la priorité à la santé maternelle néonatale et investir aussi sur la sage-femme et la pratique sage-femme. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous étions avec notre chère amie, ou plutôt Mme Fatimetou Moulay, qui est la présidente de l'association des sages-femmes mauritaniennes, accompagnée de Rokhaya Diawara, qui est aussi membre de l'association des sages-femmes mauritaniennes. Nous avons débattu, nous avons eu beaucoup de réponses qui nous ont beaucoup aidés. Et maintenant, le temps nous est écoulé. Merci à vous de nous avoir suivis depuis chez vous et à bientôt.